À quoi servent les tests unitaires? Pour bien comprendre l'intérêt des tests unitaires, il convient de répondre à une question d'une importance fondamentale. Comment s'assurer que notre programme fonctionne? L'un des pionniers de l'ingénierie informatique a voulu répondre à cette question d'un point de vue mathématique. Il s'agit évidemment d'Edgar Dijkstra, un mathématicien et informaticien néerlandais, détenteur du prix Turing. À l'époque, il cherchait à mettre au point une méthode afin de démontrer la véracité d'un programme via l'épreuve mathématique. Ces recherches le conduisirent à réaliser qu'un programme avait besoin de trois structures de contrôle pour être prouvable. Premièrement, les séquences, c'est-à-dire l'organisation de code sous forme de suite d'instructions. Les sélections, c'est-à-dire les conditions, les if et les switch. Et enfin, les itérations, c'est-à-dire les boucles. C'est ce que l'on appelle le théorème de la programmation structurée. Malheureusement, cette méthode n'est pas sans inconvénient. Elle implique premièrement d'avoir de hautes compétences mathématiques, ce qui est loin d'être le cas du commun des mortels. Mais de plus, c'est une méthode très longue et fastidieuse à appliquer sur des programmes non triviaux qui évoluent beaucoup, c'est-à-dire la plupart des programmes que vous et moi écrivons au quotidien. Alors, est-ce qu'il existe une solution alternative? Évidemment, c'est tout le sujet de ce cours. Il s'agit des tests automatisés. Alors, vous vous en doutez, c'est tout le sujet de ce cours. La solution que nous allons pratiquer pour répondre à la question comment prouver qu'un programme fonctionne, ce sont bien évidemment les tests automatisés, et plus précisément les tests unitaires. Alors, les tests automatisés ont pas mal d'avantages. Déjà, ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place, plus simples à développer, c'est quelque chose de plus intuitif que la preuve mathématique. Ils sont répétables autant que nécessaire, au simple clic d'un bouton, pardon, voire avec certains logiciels, par exemple nCrunch, je crois, dans l'environnement .NET, ou Wallaby dans l'environnement JavaScript, ils se lancent automatiquement dans l'IDE. Donc on les a en temps réel, c'est incroyable. Et ensuite, ils sont très efficaces contre les régressions et l'entropie logicielle. Donc, il va falloir définir ce qu'est l'entropie logicielle. En une phrase très simple, plus le logiciel se complexifie, plus il devient difficile de travailler dessus. C'est-à-dire qu'à mesure que l'on va avoir de nouvelles demandes, pardon, de nouveaux bugs, des changements à mettre en place à l'intérieur de notre programme, bah, petit à petit, il va se complexifier et avant même qu'on se rende compte, on va commencer à perdre le contrôle de notre application. Sauf si déjà, premièrement, elle est bien architecturée et deuxièmement, elle a une suite de tests qui nous permettent de garantir à chaque instant que le programme fonctionne. Et donc, du coup, les tests unitaires, ce sont l'outil que l'on va utiliser pour lutter durablement contre cette entropie logicielle. Alors, à quoi sert un test unitaire? Un test unitaire, ça sert au moins à trois choses. Premièrement, à s'assurer que le code produise le résultat attendu. Donc ça, c'est l'élément initiateur, on va dire, de notre formation, celle de pouvoir prouver que le programme fonctionne comme on l'attend. L'avantage d'un test, c'est que ça peut très facilement, avec des outils qui sont très simples, prouver que le code se comporte de la façon qu'on l'attend, grâce à un test. Ensuite, ça nous aide à améliorer le code sans introduire de régression, donc c'est-à-dire à améliorer la qualité du code, faire du renommage de variables, du refactoring hein, d'une manière générale, à déplacer des fonctions, etc. Et ce, sans casser la fonctionnalité existante. D'ailleurs, c'est exactement la définition de la refactorisation. C'est changer la structure du code sans changer le résultat. Et enfin, à faire évoluer le design du code à mesure qu'il se complexifie. C'est-à-dire que le jour 1, on va avoir une application avec des besoins qui seront peut-être très simples. Et peut-être que plus tard, 10 jours, 15 jours après, on aura besoin de gérer de plus en plus de cas. Et donc, du coup, le code que l'on avait écrit le premier jour, qui était spécifique à notre premier cas, ne le sera plus au deuxième, troisième, quatrième cas. Donc, du coup, on va pouvoir faire une solution un peu plus générale, mais faire en sorte de conserver la fonctionnalité du code précédent grâce à nos tests. On pourra modifier le code sans avoir à modifier le test. Donc, voilà quels sont les intérêts principaux d'un test unitaire. Bien évidemment, si mettre en place des tests unitaires a beaucoup d'avantages, il y a aussi quelques inconvénients, plus précisément des coûts qu'il va falloir prendre en compte. Premièrement, ça représente du code supplémentaire à écrire en plus du code que l'on écrit en production. Ça peut être un ratio de 50% de tests unitaires pour 50% de tests de production, voire on peut aller jusqu'à 3 fois plus de code de test que de code de production dans certains cas, et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait viable même dans certains cas, lorsque les tests sont bien écrits, ça peut être nécessaire. Ensuite, il représente, un code à maintenir dès que le code change. Donc c'est-à-dire que si on met à jour, soit la structure du code dans certains cas lorsque l'on a des tests qui sont très couplés à la structure du code interne, soit tout simplement parce que la logique métier doit changer.
Eh ben, il faudra en plus mettre à jour les tests et ça peut représenter beaucoup de tests à mettre à jour. Donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte de dissocier au maximum la structure du code de test, du code de production, pour éviter d'avoir à faire ce double changement. Mais ce n'est pas toujours possible. Ensuite, il faut les lancer régulièrement, sans quoi ils perdent de leur valeur. Des tests qu'on ne lance jamais ne servent strictement à rien. Et enfin, il faut gérer les fausses alarmes, comme les faux positifs, c'est-à-dire le test échoue. Ce qu'on appelle un positif, c'est lorsque la procédure de test nous signale que quelque chose s'est passé, en l'occurrence que le test a échoué. Donc un faux positif, c'est lorsque le test échoue, mais que le code derrière fonctionne. Donc du coup, on doit mettre à jour le test parce qu'il n'est pas adapté au code actuel. Ou les faux négatifs, c'est-à-dire que le test a réussi, donc on n'a pas eu de signalement d'erreur, mais le code contient un bug, c'est-à-dire qu'il ne se comporte pas de la façon dont on le voudrait. Donc du coup, tout ça, ce sont les coûts à prendre en compte lorsque l'on met en place des tests unitaires et on va voir, au cours de cette formation, comment faire en sorte de minimiser ces coûts au maximum. En résumé, on a pu voir que les tests unitaires sont une alternative aux preuves formelles et donc du coup qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus adaptés à notre façon de travailler aujourd'hui dans la plupart des cas, dans la plupart des applications. Je ne parle pas du cas par exemple dans lequel on développe un compilateur pour un sujet qui est très sensible ou que l'on travaille dans un secteur comme le nucléaire ou autre, dans lequel ce sera peut-être plus intéressant soit d'avoir des tests beaucoup plus rigides, soit de carrément faire appel aux preuves formelles. Ils nous aident donc du coup à vérifier le comportement du logiciel. Ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les preuves formelles, répétables au simple clic, ou comme je l'ai dit plus tôt, il y a même des logiciels qui permettent de les lancer systématiquement dès que le code change. Ils sont efficaces contre les régressions et l'entropie logicielle. C'est-à-dire qu'à mesure que le programme va se complexifier, avoir une bonne suite de tests pour prouver que notre code fonctionne va nous aider à travailler contre cette entropie logicielle. Déjà, d'une part, en s'assurant que le code que l'on rajoute ne va pas casser des fonctionnalités existantes, mais également en nous aidant à mettre à jour pardon, le code existant lorsqu'on a besoin, par exemple, de rajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'adapter le design du code à notre nouvelle compréhension peut-être du métier ou à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Grâce à cette série de tests, on va pouvoir modifier ce code sans modifier son comportement et s'assurer que ça fonctionne toujours grâce à ces tests automatisés. Donc du coup, ils nous aident à améliorer le code sans introduire de régression. Et ils nous permettent de faire donc du coup évoluer le design du code à mesure qu'il se complexifie. Mais un test a des coûts. Mettre en place des tests automatisés, ça a un coût. C'est un coût donc du coup, il y a un maintien au quotidien, tous les jours, à chaque fois que l'on va modifier le code, que l'on va travailler sur le code, il va falloir prendre en compte les tests, soit les mettre à jour, soit rajouter des tests, soit peut-être supprimer des tests si on supprime du code, savoir quel test modifier, quel test supprimer, et cetera. Et ils doivent être lancés régulièrement, sans quoi ils perdent de leur valeur.